Un silence lourd tombe lorsqu'un président s'avance, immobile, devant des orphelins de soldats tombés au combat dans une cour silencieuse, nationale, meurtrie, chargée d'attentes collectives et de regards. La scène promet des écoles, des soins gratuits et une protection quotidienne, mais révèle surtout l'urgence sociale d'un pays blessé et déterminé à se relever sans délai durable pour demain concret immédiat. Que change pour vous cette promesse par Ibrahim Traoré, ici et maintenant, au cœur du Burkina Faso meurtri, mais debout, observé par tous aujourd'hui encore? Une voix s'esquisse, fragile, décisive. La promesse annoncée ne se limite pas à un geste de compassion ponctuelle, elle engage une transformation durable du destin d'enfants, marqué par la guerre et l'absence irréversible de leurs parents. Le bénéfice central est clair, offrir un cadre sûr pour grandir pleinement. Derrière cette formulation simple se cachent des enjeux profonds pour le Burkina Faso, où chaque orphelin de soldat représente à la fois une blessure nationale et une responsabilité collective. L'initiative portée par Ibrahim Traoré vise à rompre un enchaînement connu: perte familiale, précarité éducative, puis marginalisation sociale. L'enjeu dépasse donc l'éducation. Il touche à la stabilité sociale, à la cohésion nationale et à la capacité d'un État fragilisé à protéger ceux qui ont payé le prix le plus élevé du conflit. Si ces enfants restent livrés à des soutiens dispersés, la fracture risque de se prolonger sur une génération entière. A l'inverse, si la promesse se concrétise, elle peut transformer une population vulnérable en socle de reconstruction future. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si des écoles verront le jour, mais si cette promesse peut réellement changer la trajectoire collective du pays. Dès 2026, un réseau d'écoles dédié aux orphelins de soldats tombés au combat doit constituer le premier socle institutionnel de cette initiative nationale. Ce calendrier, énoncé par Ibrahim Traoré, transforme une promesse morale en horizon concret, mesurable dans le temps. Cette mini-révélation éclaire le contexte dans lequel le discours présidentiel s'inscrit. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une période de violence persistante qui a laissé derrière elle des familles endeuillées et une génération d'enfants confrontés très tôt à la perte et à l'instabilité. Mais les réponses apportées jusqu'ici sont restées fragmentées, souvent limitées à des aides ponctuelles, incapables d'assurer une continuité éducative, sanitaire et sociale. C'est précisément cette discontinuité que la nouvelle annonce cherche à corriger. En s'adressant directement aux orphelins, Ibrahim Traoré choisit un point d'entrée hautement symbolique, mais aussi stratégiquement révélateur. Il ne parle pas d'abord de sécurité ou de politique, mais d'éducation, de soins gratuits et de protection quotidienne. Ce déplacement du regard montre que la reconstruction nationale passe aussi par la capacité à prendre en charge les conséquences humaines du conflit, et pas seulement ses causes militaires. Le contexte social renforce encore cette lecture. Dans de nombreuses régions, les enfants de soldats disparus vivent à proximité d'anciennes zones de combat, avec des repères familiaux brisés et un accès irrégulier à l'école ou aux soins. L'annonce d'établissements dédiés, pensés comme des espaces intégrés de prise en charge, introduit une rupture nette avec la situation antérieure. Elle suggère une volonté de structurer ce qui relevait jusque-là de l'urgence improvisée. Ainsi le cadre se précise. Une crise prolongée, des réponses dispersées, puis l'apparition d'un projet qui ambitionne de relier mémoire, protection et avenir. Cette articulation explique pourquoi la promesse résonne au-delà des mots et pourquoi elle suscite, déjà, des attentes élevées quant à sa mise en œuvre réelle. Les enfants deviennent le fil conducteur le plus lisible pour comprendre la portée immédiate de l'initiative portée par Ibrahim Traoré. Leur quotidien, longtemps structuré par l'incertitude, offre un prisme concret pour mesurer les premiers déplacements induits par l'annonce présidentielle. Dans certaines zones proches d'anciennes lignes de front, des équipes locales commencent à présenter le projet, à expliquer le rôle des futures écoles et à décrire les services de santé et de protection qui y seront associés. Ces échanges, modestes mais répétés, installent un changement perceptible. L'attente se transforme en anticipation structurée. Un premier cas illustre ce mouvement.
Un groupe d'enfants, jusque-là pris en charge par des dispositifs communautaires improvisés, découvre la perspective d'un lieu stable où l'apprentissage ne sera plus interrompu par l'insécurité ou le manque de moyens. Le simple fait d'évoquer une continuité scolaire, accompagnée de soins gratuits et d'un encadrement quotidien, modifie leur rapport au temps. L'avenir cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir un calendrier possible. Un second cas renforce cette lecture. Une fillette ayant perdu son père au combat vivait avec sa famille élargie dans un environnement précaire. L'annonce d'une école dédiée, pensée pour protéger et accompagner les orphelins, redéfinit les attentes familiales. Là où dominait la crainte d'une charge insurmontable, apparaît désormais la perspective d'un soutien institutionnel capable de stabiliser le parcours éducatif et sanitaire de l'enfant. Ces situations montrent que les effets précoces ne résident pas encore dans des bâtiments achevés, mais dans un glissement psychologique et social. Le projet commence à produire du sens avant même sa matérialisation complète. En clair, l'espoir devient une trajectoire. Avant l'annonce, la situation des orphelins de soldats reposait sur une succession de réponses fragmentées. L'aide provenait de centres communautaires, d'initiatives locales ou de soutiens familiaux déjà fragilisés. Rien n'assurait une continuité éducative, sanitaire ou protectrice. Les enfants avançaient dans un paysage instable, dépendant de ressources irrégulières, sans horizon clairement défini. Cette phase initiale forme le point de départ du récit. Un état de vulnérabilité diffuse, largement accepté comme une conséquence inévitable du conflit. Le déclenchement intervient lorsque Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement aux orphelins de soldats tombés au combat. Le cadre est chargé d'émotions, marqué par des silences lourds et des regards d'enfants encore traversés par la perte. Jusqu'à ce moment, ces enfants n'avaient été évoqués que de manière indirecte, comme des victimes, parmi d'autres. Le discours opère une rupture nette. Ils deviennent le centre explicite d'une vision politique. L'éducation, les soins gratuits et la protection quotidienne sont posés comme premier levier de reconstruction nationale. Le ton est grave, mais résolu. Les pertes sont irréversibles, affirme-t-il, mais leurs conséquences ne doivent pas condamner la génération suivante. Le point culminant survient avec l'annonce structurante. À partir de 2026, des écoles spécifiquement dédiées aux enfants de soldats morts au combat doivent être construites. Ces établissements ne se limiteraient pas à des salles de classe. Ils intégreraient des unités de santé, des dispositifs de soutien moral et des programmes de formation adaptés aux ruptures provoquées par la guerre. À cet instant précis, la promesse change de nature. Elle cesse d'être perçue comme un hommage symbolique pour devenir une stratégie de long terme. Le mot « avenir » s'impose comme pivot du discours. Les familles présentes comprennent que l'engagement dépasse les déclarations habituelles et qu'il s'inscrit dans une trajectoire collective. Viennent ensuite les premières répercussions. L'annonce entraîne une mobilisation institutionnelle progressive. Les enfants concernés commencent à être identifiés, les besoins recensés, les équipes locales sollicitées. Les discussions ne portent pas plus seulement sur la mémoire des soldats disparus, mais sur l'organisation concrète d'un dispositif éducatif et sanitaire intégré. Cette phase marque le passage de la parole à la préparation. Chaque étape ajoute une couche nouvelle à la promesse initiale, sans encore produire de résultats matériels visibles, mais en modifiant la dynamique administrative et sociale. Enfin, les résonances s'étendent au-delà du cadre étatique. Le discours de Ibrahim Traoré insiste sur la responsabilité collective. Les communautés locales, les enseignants et les familles sont appelés à participer à l'accompagnement des enfants. Ce dernier mouvement transforme l'initiative en processus partagé. La ligne des événements ne s'achève pas sur une conclusion, mais sur une ouverture. D'un manque structurel initial à une promesse organisée, puis à une mobilisation élargie, le récit trace un chemin où l'émotion déclenche l'action et où l'action prépare la reconstruction. La situation de départ peut être résumée simplement. Avant l'annonce présidentielle, les orphelins de soldats vivaient sans infrastructure dédiée, avec un accès irrégulier à l'école, aux soins et à une protection stable. Cette base fragile constituait le point zéro du dispositif. L'engagement formulé par Ibrahim Traoré introduit un premier delta clair. À partir de 2026, cette absence structurelle doit évoluer vers un réseau d'écoles spécifiquement conçu pour accueillir, protéger et accompagner ces enfants.
Ce repère temporel joue un rôle central. Il transforme une attente diffuse en échéance précise. Là où les soutiens reposaient sur des initiatives ponctuelles et dispersées, l'année annoncée fixe un horizon commun pour les institutions, les communautés et les familles. Le passage du rien de structuré à un calendrier identifié constitue la première mesure tangible du changement. Le temps devient un indicateur de responsabilité publique. Un second delta apparaît dans l'échelle du projet. Le discours ne parle pas d'un nombre limité d'enfants ou de sites pilotes isolés. Il décrit une généralisation progressive. Chaque orphelin identifié doit pouvoir accéder à un environnement protégé. Même sans chiffre exact, cette intention marque un changement d'ordre de grandeur. On passe d'une prise en charge partielle, réservée à quelques cas, à un objectif de couverture globale. Ce glissement qualitatif équivaut à un changement de volume, car il modifie la manière dont l'État se positionne face à la vulnérabilité héritée du conflit. Le troisième repère mesurable réside dans la structure même des écoles annoncées. Le projet repose sur un triptyque explicite: éducation, soins gratuits et protection quotidienne. Avant, ces dimensions existaient séparément, souvent de façon intermittente. Le delta réside dans leur intégration au sein d'un même cadre institutionnel. Cette unification agit comme une donnée en soi. Elle réduit mécaniquement les ruptures de parcours, les interruptions scolaires et les risques sanitaires liés à l'instabilité. La cohérence du dispositif devient alors un indicateur de performance, même en l'absence de statistiques chiffrées. Ces éléments permettent une lecture comparative claire. Avant, la référence était la survie au jour le jour, soutenue par des réseaux familiaux affaiblis. Après l'annonce, la référence devient un parcours encadré, pensé pour durer. La gratuité des soins, régulièrement rappelée, remplace l'incertitude par une garantie. L'école cesse d'être un espace fragile pour devenir un socle. Ce déplacement modifie profondément la trajectoire potentielle des enfants concernés. Dans cette logique, la formation professionnelle joue un rôle de prolongement mesurable. Elle introduit une perspective d'autonomie future, là où dominait auparavant la dépendance. Le projet ne se contente pas de réparer une perte, il cherche à produire des capacités. Cette orientation vers la contribution future au Burkina Faso transforme l'assistance en investissement social à long terme. Ainsi, même avec un nombre limité de repères explicites, la dynamique avant-après est lisible. Absence de structure contre réseau dédié, soutien fragmenté contre dispositif intégré, incertitude contre calendrier. Ces deltas dessinent une montée en capacité progressive au cœur de la vision portée par Ibrahim Traoré. La question demeure ouverte. Cette bascule annoncée saura-t-elle se maintenir au-delà de son point de départ institutionnel ? Un premier argument critique revient avec insistance chez certains observateurs. Selon eux, la création d'un réseau d'écoles dédiées aux orphelins de soldats exige des ressources humaines, financières et institutionnelles considérables. Dans un pays encore marqué par l'instabilité et la pression sécuritaire, maintenir la qualité des enseignements, la gratuité des soins et un encadrement protecteur sur la durée représenterait un défi majeur. Cette lecture souligne le risque d'un essoufflement progressif. L'initiative pourrait démarrer avec force symbolique, puis s'affaiblir face aux contraintes budgétaires, laissant les enfants dans une situation intermédiaire, entre promesses affichées et réalité incomplète. L'inquiétude centrale porte sur la capacité de l'État à soutenir un tel dispositif sans créer de nouvelles dépendances fragiles. Un second argument, apparemment opposé, défend au contraire la cohérence du projet. Pour ses partisans, concentrer éducation, soins gratuits et protection quotidienne dans un même cadre constitue précisément la réponse la plus adaptée au traumatisme accumulé. L'environnement intégré permettrait de stabiliser à la fois le parcours scolaire, la santé et l'équilibre moral des enfants. Cette approche réduirait les risques de marginalisation et de décrochage, souvent observés lorsque l'aide reste dispersée. Les programmes de formation professionnelle sont également mis en avant comme un levier essentiel capable de transformer une population vulnérable en futurs acteurs économiques et sociaux. Dans cette perspective, l'initiative n'est pas un fardeau supplémentaire, mais un investissement préventif contre l'instabilité future. La réponse se trouve dans la manière dont Ibrahim Traoré formule lui-même le projet. Le discours ne présente jamais les écoles comme une solution isolée ou immédiate. Elles sont décrites comme un point de départ inscrit dans une trajectoire progressive
associant État, communauté locale et famille. La gratuité des soins, l'encadrement moral et la formation sont pensés comme des éléments complémentaires, appelés à évoluer avec le temps. Cette architecture atténue l'opposition entre les deux lectures. Elle reconnaît la réalité des contraintes tout en proposant un cadre capable de les absorber progressivement. Ainsi, le débat ne se résume pas à un choix entre ambition et prudence. Il met en lumière une stratégie qui cherche à répondre simultanément aux failles éducatives, sociales et psychologiques héritées du conflit. La solidité de l'initiative dépendra moins de son annonce initiale que de sa capacité à maintenir cette cohérence dans la durée. C'est ici que tout bascule. Ce moment marque un changement discret mais décisif dans la lecture de l'initiative portée par Ibrahim Traoré. Jusqu'alors, les écoles annoncées pouvaient être perçues comme une réponse sociale ciblée, destinée à réparer une injustice née de la guerre. À mi-parcours du récit, une autre logique apparaît. Les orphelins ne sont plus seulement des bénéficiaires à protéger, mais des figures centrales d'un projet de transformation nationale. Le regard se déplace de l'assistance vers la projection. Cette révélation tient à un glissement sémantique dans le discours présidentiel. Les enfants ne sont plus décrits uniquement par ce qu'ils ont perdu, mais par ce qu'ils peuvent devenir. L'éducation, les soins et la protection ne servent plus seulement à compenser un manque. Ils deviennent des outils de construction morale et civique. Les écoles sont alors présentées comme des espaces où se transmettent la responsabilité, la solidarité et la mémoire du sacrifice des parents tombés au combat. Cette dimension donne au projet une profondeur nouvelle. Un second élément renforce cette bascule. Le soutien ne s'arrête pas au mur des futurs établissements. Ibrahim Traoré insiste sur le rôle des communautés, des familles et des encadrants locaux. La reconstruction ne peut être uniquement institutionnelle, elle doit être collective. Cette extension du cadre transforme l'initiative en dynamique sociale plus large, où l'environnement quotidien des enfants devient aussi important que l'infrastructure scolaire elle-même. À ce stade, la promesse change de nature. Elle ne vise plus seulement à sécuriser un parcours individuel, mais à remodeler le lien entre mémoire du conflit et avenir du pays. Les orphelins deviennent des porteurs de continuité, non plus des traces silencieuses de la guerre, mais des acteurs potentiels d'une stabilité à venir. Cette révélation reconfigure l'ensemble du récit et prépare les conséquences concrètes qui en découlent. Les effets les plus immédiats concernent d'abord les enfants, premiers destinataires de l'initiative. Pour eux, la promesse d'école dédiée signifie l'accès à une continuité éducative jusque-là absente. Un environnement stable, combinant apprentissage, soins gratuits et protection quotidienne, réduit la vulnérabilité née de la perte parentale. L'école cesse d'être un espace fragile et intermittent. Elle devient un repère structurant où le temps se réorganise autour d'un parcours suivi. Cette stabilité modifie la relation à l'avenir. L'enfant ne se définit plus uniquement par le deuil, mais par la possibilité de développer des capacités durables. Les familles des soldats tombés ressentent un second niveau d'impact. Beaucoup ont dû assumer seuls les conséquences matérielles et émotionnelles du conflit, avec des ressources limitées et des soutiens irréguliers. L'annonce d'un dispositif institutionnel dédié allège cette charge. Elle introduit une forme de relais entre la sphère familiale et l'État. Sans effacer la perte, l'initiative réduit le sentiment d'abandon qui accompagne souvent le deuil prolongé. Les parents survivants et les proches perçoivent désormais une trajectoire où l'éducation et la santé de leurs enfants ne dépendent plus uniquement de sacrifices individuels, mais d'un engagement collectif assumé. À l'échelle des communautés locales, l'effet est plus diffus, mais tout aussi déterminant. Les écoles annoncées deviennent des pôles autour desquels se reconstituent des réseaux de solidarité. Enseignants, encadrants et responsables locaux sont appelés à participer à l'accompagnement des orphelins. Cette mobilisation redonne une fonction sociale à des territoires fragilisés par la violence. Les enfants ne sont plus perçus comme des victimes isolées, mais comme des membres à part entière d'un projet commun. Ce changement de regard renforce la cohésion sociale et contribue à apaiser des zones longtemps marquées par la méfiance et la désagrégation des liens. Au niveau institutionnel enfin, l'initiative produit un effet structurant. En intégrant éducation, soins gratuits et protection dans un même cadre, le projet crée un précédent en matière de politique publique.
il oblige les administrations à coordonner des secteurs souvent cloisonnés. Cette approche intégrée modifie la manière dont l'État répond aux conséquences humaines du conflit. Elle transforme une urgence humanitaire en stratégie de développement social. Dans cette perspective, la vision portée par Ibrahim Traoré inscrit les orphelins dans une trajectoire nationale à long terme, où la formation et la responsabilité civique deviennent des leviers de stabilité. Ces 4 cercles d'impact s'entrecroisent. L'enfant soutenu renforce la famille. La famille stabilisée participe à la cohésion communautaire. La communauté engagée soutient l'institution. Ensemble, ils dessinent une dynamique où la douleur individuelle se convertit progressivement en potentiel collectif. La promesse ne se limite plus à réparer le passé, elle façonne les conditions d'un avenir partagé pour le Burkina Faso. Dans le scénario de base, la mise en œuvre progresse sans rupture majeure. Les premières écoles annoncées entrent dans une phase opérationnelle graduelle, avec des capacités encore limitées mais fonctionnelles. Les services essentiels, enseignement, soins gratuits, encadrement protecteur, s'installent de manière inégale selon les territoires. Les enfants bénéficient d'une continuité minimale, suffisante, pour stabiliser les parcours les plus fragiles. Les familles observent un changement réel mais prudent. Dans ce cadre, la vision portée par Ibrahim Traoré avance pas à pas, dépendante d'une coordination administrative constante et d'un soutien communautaire régulier. Le scénario optimiste repose sur une dynamique d'adhésion élargie. Les communautés locales s'impliquent activement, les équipes éducatives sont formées rapidement et les partenariats institutionnels fluidifient la mise en place des services. Les écoles deviennent alors des pôles structurants, capables d'offrir un accompagnement global et cohérent. Les enfants gagnent en stabilité scolaire et sanitaire, tandis que les programmes de formation commencent à préparer une autonomie future. Cette trajectoire transforme l'initiative en modèle reproductible, renforçant la crédibilité de la stratégie défendue par Ibrahim Traoré et consolidant la confiance des familles et des acteurs locaux. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités potentielles. Des retards logistiques, un manque de personnel qualifié ou des contraintes budgétaires prolongées freinent l'ouverture effective des établissements. Les enfants restent alors dans un entre-deux, portés par l'intention politique mais privés des bénéfices concrets annoncés, et les familles, confrontées à cette attente prolongée, peuvent voir leur confiance s'éroder. Dans ce cas, la promesse initiale risque de perdre sa force mobilisatrice et d'exiger une réorientation rapide des priorités pour éviter un décrochage durable. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de lecture s'impose. Observer non pas les annonces, mais la régularité des accès réels à l'éducation, aux soins gratuits et à la protection quotidienne. C'est à ce niveau que la promesse se vérifiera. Pour une première partie du public, l'impact se situe sur le plan humain. Les spectateurs sensibles aux trajectoires marquées par la perte reconnaissent dans cette initiative une tentative de transformer une histoire interrompue en parcours reconstruit. La perspective d'écoles capables d'offrir protection, soins gratuits et continuité éducative répond à un besoin fondamental de sécurité émotionnelle. Ces personnes ne perçoivent pas seulement une politique publique, mais un geste qui réduit l'isolement des enfants touchés par la guerre et redonne une forme de dignité aux familles éprouvées. Un second groupe, davantage attentif aux enjeux éducatifs et sociaux, lit dans le projet une réponse structurée à des déséquilibres anciens. L'intégration de l'enseignement, de la santé et de la protection quotidienne dans un même cadre apparaît comme un choix rationnel face à des contextes fragilisés. Pour ce public, l'initiative portée par Ibrahim Traoré marque un tournant méthodologique. Elle suggère qu'un État peut commencer à restaurer sa capacité d'action en investissant prioritairement dans la génération la plus exposée aux conséquences du conflit. L'éducation devient alors un outil de stabilisation sociale, et non un simple service parmi d'autres. Un troisième regard émerge chez ceux qui s'intéressent aux dynamiques communautaires. Le discours insiste sur la participation des familles, des enseignants et des acteurs locaux. Cette ouverture redéfinit leur rôle. Ils ne sont plus de simples témoins d'une politique décidée d'en haut, mais des relais essentiels de sa mise en œuvre. Cette dimension participative invite le public à se projeter au-delà de l'observation passive. Elle suggère que la reconstruction ne peut réussir sans un engagement partagé.
Ces différentes résonances convergent vers une même interrogation. Au-delà des annonces, chacun est amené à se demander quelle place il occupe face à une promesse qui engage l'avenir collectif. C'est dans cette réflexion intime que le projet commence à dépasser le cadre institutionnel. La traduction concrète de la vision portée par Ibrahim Traoré repose sur une séquence d'actions clairement identifiable. La première étape consiste à établir une cartographie précise des orphelins concernés. Des équipes locales recensent les enfants, évaluent leurs besoins éducatifs, sanitaires et matériels, puis hiérarchisent les priorités. Cette phase conditionne l'ensemble du projet, car elle permet d'ajuster les ressources à la réalité du terrain et d'éviter une approche uniforme, déconnectée des situations locales. La deuxième étape concerne l'installation des infrastructures. Les sites destinés à accueillir les futures écoles sont définis, les calendriers de construction ou d'aménagement sont fixés et les standards de sécurité sont intégrés dès la conception. L'objectif n'est pas seulement d'ouvrir des salles de classe, mais de créer des espaces protecteurs où l'enfant peut évoluer sans rupture. À ce stade, l'indicateur clé reste l'avancement effectif des structures promises en cohérence avec l'échéance annoncée. La troisième étape porte sur les ressources humaines. Les enseignants, les encadrants et les professionnels de santé sont formés à une approche globale, combinant apprentissage, suivi moral et soins gratuits. Leur rôle dépasse la transmission de connaissances. Ils deviennent des repères stables dans des parcours marqués par la perte. La qualité et la continuité de cet encadrement déterminent directement la crédibilité du dispositif. Vient ensuite l'intégration communautaire. Les familles, les responsables locaux et les structures sociales sont associés à l'accompagnement quotidien des enfants. Cette participation permet d'ancrer les écoles dans leur environnement et de prévenir l'isolement institutionnel. Enfin, un suivi permanent complète la trajectoire. 3 repères simples s'imposent: assiduité scolaire, accès régulier aux soins et progression éducative. C'est à travers ces mesures que la promesse prendra corps ou s'érodera. Ainsi, la trajectoire proposée ne repose pas sur un acte unique, mais sur une continuité d'engagement. Elle transforme une annonce politique en processus observable dont la solidité dépendra de sa capacité à durer. Le récit revient alors à ces scènes initiales, discrètes mais fondatrices, où quelques enfants découvraient pour la première fois qu'un cadre protégé pourrait remplacer l'improvisation quotidienne. La fillette évoquée plus tôt, attentive lors des visites de terrain, incarne cette transition silencieuse. Rien n'a encore été bâti, et pourtant quelque chose a déjà changé. Le futur n'est plus une abstraction lointaine, mais une direction possible. Ce déplacement intérieur donne toute sa portée à l'initiative. Ce rappel n'est pas un effet de style. Il permet de mesurer la distance parcourue entre une promesse formulée devant des orphelins et la perspective d'un dispositif capable de durer. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'école. Il évoque une continuité, un fil tendu entre mémoire et responsabilité, entre perte irréversible et construction patiente. Les enfants ne sont plus enfermés dans le statut de victime. Ils deviennent les dépositaires d'un projet collectif qui reconnaît leur fragilité sans la transformer en fatalité. Dans cette logique, l'émotion ne contredit pas la stratégie. Elle l'ancre. Chaque geste institutionnel prend sens parce qu'il renvoie à des visages, à des silences, à des attentes concrètes. Le passé n'est pas effacé. Il cesse simplement de gouverner l'avenir. Cette bascule donne au projet sa force symbolique la plus durable. Une phrase s'impose alors comme un point d'équilibre. La dignité ouvre toujours un chemin. À ce stade, l'initiative dépasse le cadre d'une annonce présidentielle pour devenir une question adressée à l'ensemble de la société. Les écoles promises ne sont pas seulement des lieux d'accueil. Elles symbolisent un choix collectif, considérer les enfants touchés par la guerre non comme un poids hérité du passé, mais comme une responsabilité tournée vers l'avenir. Cette perspective invite chacun à sortir d'une posture d'observation distante. Le discours met en avant le rôle des communautés, des familles, des enseignants et des encadrants locaux. Chacun détient une part de la continuité nécessaire pour que la promesse ne s'érode pas avec le temps. Soutenir, relayer, accompagner, même modestement, devient une manière de renforcer la cohérence du projet.